Vielen herzlichen Dank für den netten Empfang. Ich möchte auch euch alle begrüßen. Da ich eben auf Französisch reden werde, mache ich mindestens eine erste Begrüßung auf Deutsch. Ich glaube, wir werden nachher die Möglichkeit haben, Fragen und Antworten auszutauschen. Dann werde ich einfach vielleicht etwas mehr auf Deutsch reden. Aber man muss sich einmal entscheiden, in welcher Sprache jetzt man redet. Das ist auch Bestandteil der Kommunikation. Ich darf ohne Maske, das ist auch neu und wir müssen uns auch daran wieder gewöhnen. Bonjour, merci infiniment de cette occasion de m'adresser à vous en ouverture de ce congrès qui est consacré à la science et à la communication en temps de crise. J'avais reçu une invitation similaire pour parler de ce thème en juillet 2020 dans le cadre d'une rencontre de spécialistes de la communication. À cette époque, je leur ai répondu que ce serait bien volontiers quand la crise serait terminée. Puis, j'ai reçu de leur part une invitation en octobre 2020. Je leur ai promis que j'examinerais leur requête en janvier ou février 2021 si la situation s'améliorait. Puis en mars de cette année, nous avons convenu que nous ferions un colloque en novembre si la situation sanitaire le permettait. Entre-temps, j'ai accepté votre invitation, probablement entre deux nouveaux variants du virus, pour avoir au moins l'occasion de m'exprimer une fois avant de partir à la retraite. Parler de communication en temps de crise et des rapports entre sciences politiques m'amène à vous présenter aujourd'hui quelques réflexions, peut-être même quelques thèses, qui seront toutes fausses, je vous le préviens tout de suite, comme c'est toujours le cas. C'est une simple question de temps. La communication, y compris en temps de crise, s'inscrit toujours dans un contexte. Dans cette pandémie, les médias, le monde scientifique et la politique ont été au centre de l'attention, aux côtés d'autres milieux, comme bien sûr les milieux économiques ou sociaux. Médias, sciences et politique ont chacun leur mode de fonctionnement. Les médias, par exemple, fonctionnent selon l'idée qu'ils se font de leur devoir d'information critique et de leur indépendance. Si un gouvernement dit blanc, il faut s'interroger si noir ne serait pas préférable. Si un chercheur en agronomie est pour l'ensoleillement des plants de tomates, il faudra interroger un aficionado des bienfaits de l'ombre sur la formation du fruit. Toute thèse demande une antithèse, quelle que soit la thèse. Toute prise de parole doit être contrebalancée par un avis contraire. Et si en plus cet avis va à contre-courant, le titre est trouvé en 5 colonnes à la une. J'ai dit, toutes les thèses que je vous présentais sont fausses. La science, elle vit aussi d'une certaine confrontation des avis et d'un discours permanent entre nouveaux développements de la connaissance et réfutation de ses acquis par de nouvelles hypothèses et vérifications. Ce qui faisait déjà dire à Thomas Henry Huxley au XIXe siècle que l'esprit scientifique a plus de valeur que ses produits. Il faut toujours citer un scientifique et philosophe du XIXe siècle quand on est dans une enceinte universitaire, ça fait vibrer un peu les planches. J'aimerais remercier ici d'ailleurs Google et Wikipédia pour leur aide dans le cadre des citations. Bien sûr, comme pour les médias, pour la science, l'indépendance de la recherche est sacrée. La politique, troisième milieu que j'aimerais évoquer, elle, en Suisse en tout cas, est faite de la recherche d'une voie médiane dessinée par le compromis, un savant dosage entre des intérêts divergents, un équilibre des régions, voire linguistiques, entre ce qui est réalisable et ce qui conserve un certain équilibre des forces, entre les compétences des uns et des autres, en fait, notre magique fédéralisme. En fait, on ne décide jamais, puisqu'à la fin, on est tous plus ou moins d'accord et pas d'accord à la fois. Après avoir bien sûr chacun marqué des positions totalement incompatibles au premier abord. Le peuple, à la fin, entérine ou corrige si nécessaire. J'ai l'impression que la validité de cette thèse n'a pas survécu déjà au simple fait de l'énoncer. La communication de crise dans tout cela, eh bien, les gourous de la communication s'accordent pour le dire, et ils sont généralement fort bien rétribués pour énoncer ces évidences dans de longs concepts. Eh bien, c'est communiquer d'une seule voix, assurer, rassurer, faire preuve de leadership, d'anticipation, de compassion. Comme le capitaine sur le pont, il faut affronter la tempête,
le doigt sur la couture du pantalon et le salut militaire à la casquette, en décidant sur la base des faits, en disant ce que l'on fait, sans omettre de dire ce que l'on ne sait pas et que l'on ne fait pas. Bref, vous l'aurez compris, sur ces bases, dans ce contexte, on peut donc affirmer que toutes les conditions sont réunies dans une démocratie, et en particulier dans une démocratie directe comme la nôtre, pour qu'en cas de crise, la communication sombre immédiatement dans les abysses et que les gouvernements passent pour des marins d'eau douce plus que pour des capitaines au long cours. Le tout, bien sûr, sur fond d'une joyeuse cacophonie d'experts se perdant en conjectures contradictoires et déstabilisantes. L'expérience de cette crise nous a montré que, fort heureusement, les choses sont plus nuancées. En début de pandémie, le pouvoir politique s'est résumé à l'action du Conseil fédéral, certainement dû à l'incertitude qui régnait quant au virus auquel on était confronté. Les choses ont bien sûr beaucoup changé par la suite, mais enfin, dans cette première phrase, le Parlement s'est effacé et les cantons ont rapidement délégué leurs compétences. Une sorte d'unité nationale, tout parti confondu, a simplifié la lisibilité des processus politiques. Il en a résulté une ligne claire pour les citoyennes et citoyens. Le capitaine était sur le pont. Bien sûr, le bateau, c'était plutôt le radeau de la Méduse. Les médias, fidèles à leur fonctionnement, ont confronté les avis d'experts. Et les experts ont joué leur rôle d'experts en réfléchissant à haute voix au sein des médias. Les vaguelettes d'insécurité qui en ont résulté au sein de la population sont vite devenues une houle assez forte. Et pour paraphraser peut-être Raymond DeVos, ici je dirais que le radeau a donné de la gîte sur tribord, ce qui signifiait qu'il penchait du côté où on risquait de tomber. Tant le gouvernement que les milieux scientifiques ont alors été conscients de la nécessité de trouver une plateforme de coopération pour sortir au mieux de cette crise. La création de la task force scientifique, indépendante, souvenez-vous, la sacralité de l'indépendance de la recherche, devait permettre de mieux parler d'une seule voix et aussi, et surtout, probablement de mettre à disposition du Conseil fédéral le dernier état des connaissances afin d'affiner la prise de décision. C'était un peu, à ce moment-là, comme si on redécouvrait en Suisse le lien possible entre science, administration et politique. La question n'est pas neuve pourtant. Après la crise financière de 1929, ont émergé par exemple diverses théories imaginant les experts au pouvoir. De même en économie, John Kenneth Galbraith a développé sa théorie de la technostructure au sein des entreprises, les experts prenant le pas sur les familles traditionnelles qui géraient jusque-là les grands groupes industriels. Quels que soient les experts, économistes, juristes, spécialistes dans tous les domaines des sciences qu'on disait à mon époque exacte, la question était toujours la même. Comment amener plus d'objectivité due au savoir dans la gestion publique des affaires? Très vite, cependant, le terme de technocratie, qu'on a pu appliquer parfois à ce type d'idées pour gérer des gouvernements, le terme de technocratie a pris une connotation négative. La question de la légitimité des formes de gouvernance faisant appel aux experts s'est posée à juste titre, alimentant des réticences de toutes parts. L'histoire regorge d'exemples parfois piquants sur le sujet. On se souvient de la première ministre Margaret Thatcher et de sa méfiance légendaire envers les technocrates de la Commission européenne. Et de récents documents, je crois, ont montré qu'elle avait souhaité réduire la Commission même à un rôle de service civil au profit du Conseil des ministres, qui lui seul, parce qu'il était légitime, devait exercer le pouvoir. Le recours aux experts reste une option, cependant, aujourd'hui encore, même pour diriger un gouvernement, fût-il de transition, comme cela a été le cas en Italie récemment. En Suisse, sciences, administration et politique ont dû se réapprivoiser. Bien sûr, ce dialogue ne s'est pas déroulé sans anicroche. La politique a dû réapprendre que non seulement les compromis font des décisions, mais que les faits comptent parfois, et qu'ils restreignent fortement le choix des possibles pour les décideurs. Il a fallu accepter que le discours ne pouvait pas être déterminé uniquement par les intérêts partisans, voire économiques, mais que la science avait son mot à dire. Que pensaient d'ailleurs des tentatives politiques pour museler la parole des experts auxquelles nous avons dû assister, si ce n'est qu'elles donnent raison au proverbe arabe qui nous dit « 3 sortes de gens disent la vérité, les sots, les enfants et les ivrognes. Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. »
La science a donc dû réapprendre à tremper ses pointes dans du miel et s'interroger de son côté sur sa responsabilité lorsqu'un rôle public lui est conféré. Distinguer ce qui ressort de connaissances ou de modèles éprouvés de ce qui ne peut pas être modélisé, comme le comportement de la population et le fait qu'elle adhère ou non aux décisions. Quand la parole scientifique éclaire-t-elle? Quand influence-t-elle même l'efficacité des dispositifs en les crédibilisant ou décrédibilisant? Autant de questions qu'il a fallu résoudre dans un dialogue permanent de part et d'autre. Et finalement reconnaître que la politique peut parfois aussi être une science dans sa capacité à faire une synthèse entre tous les éléments pour une prise de décision équilibrée. Permettez-moi de déjà conclure avec une dernière thèse, espérons que celle-ci soit la moins fausse de toutes les thèses. Le dialogue que nous avons entretenu entre sciences, politique et administration s'est révélé d'une incroyable richesse. Il a nourri la prise de décision, la communication, la compréhension de cette crise. Il a sorti la discussion politique de son chenal habituel et rappelé avec force l'importance du savoir et de la science dans nos sociétés. Pour cela, j'aimerais remercier ici infiniment, c'est une bonne occasion de le faire ici en public, tous les membres de la Task Force qui n'ont pas compté leur temps de manière entièrement bénévole pour apporter leur expertise au cours de cette crise. Et spécialement les membres du comité, comme Mme Hurst, qui ont su, sous le feu des projecteurs que nous avons un peu braqués sur eux, remplir leurs tâches avec un grand professionnalisme et qui, malgré l'exposition publique, ont évité les pièges de l'ivresse des soleils médiatiques qui peuvent parfois, tel Icare, vous précipiter à nouveau dans les flots, que vous soyez en costume cravate ou non. Merci de votre engagement et que le dialogue continue aujourd'hui dans le cadre de ce colloque et à l'avenir, bien sûr. Merci de votre attention.